très bien. Bonsoir à tous, salam alaikum. On se retrouve encore pour cette interview mensuelle. Donc, on a choisi évidemment d'aborder une actualité particulièrement lourde aujourd'hui, celle de la situation en Palestine, la situation à Gaza, principalement dans la bande de Gaza, avec le professeur Tariq Ramadan, justement pour avoir un petit peu son analyse de la situation actuelle, des enjeux, et pourquoi pas qu'il puisse nous dire comment il voit la suite des choses, même si c'est un petit peu compliqué. On sort à l'instant nous en tout cas en France, hein, dans ce contexte, on sort de 48 heures de matraquage d'une tournée au Moyen-Orient, une tournée au Proche-Orient telle qu'elle nous a été présentée par le président Emmanuel Macron. Je voudrais aussi qu'on aborde ce point-là, mais en toute fin, parce que c'est pas l'essentiel de ce qui se passe sur place. Je voudrais faire juste un petit point pour ceux qui n'ont pas suivi les récents développements entre cette nuit et aujourd'hui, parce que j'imagine, enfin, je ne vais pas tout reprendre depuis le 7 octobre, parce que je pense que chacun d'entre nous est plus ou moins au fait du drame qui se joue sur place. Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé palestinien dénombre plus de 7000 morts, un tiers d'enfants à peu près. Et puis il y a eu cette nuit l'armée israélienne qui a revendiqué des incursions terrestres dans la bande de Gaza avec des tanks, en assurant que les militaires de Tsahal ont quitté les lieux depuis, sans nous dire vraiment ce qu'ils sont venus y faire. Il n'y a pas d'informations à ce niveau-là. Il y a toujours le spectre de cette invasion terrestre qui continue de planer. Alors, depuis plusieurs jours, on nous dit que c'est imminent, que cette invasion, elle est prête. Alors, ils essayent un petit peu de tempérer. Par moment, on nous dit ce sera ciblé, ce sera uniquement sur des personnes qui sont identifiées comme étant des membres de telle ou telle organisation et qui sont donc des cibles privilégiées de l'armée israélienne. Cette invasion terrestre, elle tarde un petit peu à venir. Il y a une espèce de psychose qui s'installe, mais elle est largement légitime. Mais l'armée entretient en tout cas beaucoup le flou là-dessus. Et je voulais avoir déjà dans un premier temps votre analyse de ce délai, en fait, cette espèce de volonté de dire on va envahir la bande de Gaza. On va y aller et pour un petit peu faire peur, et puis de retarder systématiquement, et puis de nous dire toujours après coup, et puis moi je le vois toujours avec mes yeux de journaliste, c'est-à-dire qu'on a une seule source qui nous dit que l'armée israélienne est entrée dans la bande de Gaza, c'est l'armée israélienne. C'est-à-dire qu'elle est la seule capable de nous dire ce qu'elle y a fait. Il n'y a pas de témoignage en ce sens sur place. On a des bombardements, ça c'est une certitude. On a des violences, des assassinats qui sont toujours évidemment hyper présents. Mais cette question-là, en tout cas, elle interroge mon œil de journaliste, c'est-à-dire qu'on a la version de Tsahal, on n'en a pas d'autre. Je voulais avoir vraiment votre ressenti là-dessus, sur cette invasion qui vient mais qui ne vient pas, dont on nous dit qu'elle est là mais qu'elle n'est pas là et qu'on ne voit pas en fait. Bien, d'abord, merci infiniment d'abord de cette introduction, encore du fait que nous continuons ensemble, comme nous l'avions fait l'année dernière, les interviews et les entretiens finalement mensuels. Moi, si vous me permettez, j'aimerais commencer par faire peut-être une chose qui ne se fait pas aujourd'hui dans tous les médias occidentaux, parce qu'on est vraiment aujourd'hui en face d'une coupure dans le monde. C'est-à-dire le Sud global, on y reviendra peut-être dans la deuxième partie de notre entretien, par rapport à l'Occident. Et quand on entend l'Occident, on entend les États-Unis, l'Union européenne, voire l'Australie. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? C'est une couverture médiatique qui humanise toute la souffrance d'un camp, des Israéliens, avec ce qu'ils ont vécu, en reprenant à leur compte pratiquement toute la terminologie qui est utilisée par les Israéliens eux-mêmes. Le pire de ce qui a pu nous arriver depuis la Shoah, en reprenant le terme qui est le terme consacré dans la sacralité de la tradition juive, qui est en fait l'extermination
des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des pogroms, c'est des choses absolument atroces, voire même jusqu'à aujourd'hui encore, la reprise de choses que l'on sait être des fox, c'est-à-dire des fausses informations concernant les enfants, les bébés, tout ceci. Et d'un autre côté, alors que l'on fait ceci, que l'on va voir les familles des personnes qui ont été atteintes, qui sont dans les kibbutz et tout ceci. Donc, on humanise la réalité israélienne et on anonymise totalement la réalité palestinienne, au point que les noms ne sont pas dits, les gens ne sont pas connus. Moi, j'aimerais qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on suspende un tout petit peu notre réflexion, parce qu'on vient de savoir, dans le domaine qui est le vôtre, dans votre travail, le journaliste Wael Dahdour, qui, alors qu'il est en train de rendre compte de ce qui se passe, eh bien, à sa fille, son fils et son petit-fils qui sont tués. Et on apprend aujourd'hui, Loki, le rappeur qui vit à Londres d'origine irakienne, mais est poste aujourd'hui en hébreu traduit en arabe les propos d'un homme qui est un officiel israélien qui dit on les a ciblés, on savait très bien ce qu'on faisait, c'est-à-dire on ciblait la famille. Parce que la volonté de l'occupant, c'est qu'il n'y ait personne à Gaza qui puisse rendre compte des horreurs et surtout pas qu'il les humanise. Et donc il y a les Dahdour, où on a Mu'taz, qui est quelqu'un qui aujourd'hui est suivi par des millions de personnes parce qu'il donne une humanité à ce massacre. Il y a des noms, il y a Mohammed ici, il y a Abdelkader là, qui sont des gens qui sont des acteurs, qui sont des militants, qui sont même des acteurs sociaux et ils sont morts et qui ont perdu leur famille. Il faut qu'à un moment donné, nous, on s'arrête et qu'on ait une pensée humaine, une pensée spirituelle, une prière à l'endroit de ceux que l'occupant est en train de traiter de rats, d'animaux humains et auxquels on ne donne aucune matérialité humaine, une existence, une vie. Et là, ça m'amène au deuxième point avant d'arriver à votre question. On voit exactement le miroir inversé du reportage ou de la couverture médiatique de ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie. C'est-à-dire que tout à coup, quand l'Ukraine est envahie par la Russie, on a toutes les histoires, tous les noms, tout l'accueil possible et imaginable des Ukrainiens en Europe et en Occident. On a même entendu des journalistes aujourd'hui, à cette époque, dire eh bien, ils conduisent les mêmes voitures que nous, ils ont la même couleur que nous, ils sont de la même culture, comme si ceci les humanisait et qu'on reconnaissait l'humanité des victimes et que tout à coup, c'était les Russes qui étaient ceux qui étaient les envahisseurs, les barbares dont on ne reconnaissait pas même l'humanité, au point d'ailleurs qu'on va envoyer et on va accuser Poutine de crimes contre l'humanité. Et là, on est dans le champ totalement inverse, c'est-à-dire que là, tout à coup, l'envahisseur, il est humanisé, il est la soi-disant victime d'une date, le 7 octobre, absolument dans l'oubli de l'oppresseur de l'histoire, c'est-à-dire on peut être oppresseur dans l'histoire, victime d'un jour, et on devient l'humain pour toujours, et les autres, ça reste des animaux tout le temps, en fait. Et donc, nous, ce qu'il faut qu'on mette en évidence, c'est qu'à un moment donné, il faut nous rappeler avec notre cœur, avec notre humanité, avec aussi tout ce que nous pouvons comme moyen ici, ce que nous avons quand nous discutons ensemble, de faire entendre à nos concitoyens, de faire entendre en Occident qu'on est en train de parler d'êtres humains, qu'on est en train de parler d'un véritable massacre, qu'il faut entendre la voix de Lula, le président brésilien, en disant mais c'est pas une guerre, c'est un massacre et un génocide. Donc il met en évidence la réalité. Le Sud global est beaucoup plus sensible à l'humanité de ceux qui lui ressemblent que l'Occident qui a l'air de penser que les Ukrainiens à la couleur blanche, de tradition et de culture occidentale, sont les seuls humains qui restent, comme d'ailleurs ils s'associent
à la réalité israélienne. Ayant dit ça en préambule, parce qu'il faut à un moment donné avoir cette pause sur l'humain qui nous est semblable pour pouvoir dire que nous n'oublierons pas ce traitement médiatique qui fait qu'on a des journalistes aujourd'hui, mais en Angleterre, aux États-Unis, ce qu'on entend aux États-Unis, ce qu'on entend en France, c'est-à-dire une espèce de propagande qui est une vraie propagande, une véritable imposition de cette impression, de cette émotion qui déshumanise les Palestiniens qui n'ont plus de nom et qui devrait uniquement humaniser la souffrance des Israéliens le 7 octobre. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est leur 11 septembre, c'est leur 15 novembre, c'est la réalité de leur souffrance, alors que ça fait 56 ans, voire davantage, que le peuple palestinien vit cette horreur en permanence. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, par rapport à ce qui se passe, par rapport et nous en avions déjà parlé un tout petit peu la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a effectivement à se poser des questions sur qu'est-ce qui est un train véritablement de, c'était pas le dernier entretien, mais c'était auparavant, qu'est-ce qui se passe auparavant par rapport à cette annonce de l'invasion terrestre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, la stratégie militaire israélienne, on la connaît. Annoncer le pire pour normaliser le mal le plus absolu. Et donc, on nous annonce effectivement qu'on va rentrer tout de suite, et qu'en même temps que tout le monde est en train d'attendre qu'ils entrent, ils sont en train de faire le travail à 5000 mètres au-dessus du sol, en fait. C'est-à-dire qu'ils tuent et ils tuent et ils tuent. On en est à plus de 8000 morts maintenant, dont effectivement plus de 3000 enfants, avec 18 000 en tout cas blessés, sans ceux qui sont sous les gravats. Et donc, il y a un travail qui est continué, alors que l'on nous dit que ça va être l'horreur, ça sera l'entrée avec les chars, parce que même les Israéliens vont se mettre en danger. Le fait de l'avoir annoncé, de nous faire attendre tout en continuant à bombarder et à enfermer les habitants de Gaza sans eau, sans fuel, sans nourriture, sans électricité, sans possibilité d'être soignés. Dans ce que nous dit, il y avait, comment il s'appelle, un responsable d'une organisation humanitaire qui disait, mais c'est une question d'heure. Et Macron, quand il dit on est en train d'envoyer depuis Toulouse un bateau, je ne sais pas comment il s'appelle, qui va venir avec un hôpital aider. Il dit, mais il est hors sol, lui. Il n'a pas compris ce qui est en train de se passer, ou il fait exprès. Ça, ce sont des effets de langage. C'est-à-dire que Macron a, avec Obama, la même qualité de vocabulaire et l'inefficacité de la politique. C'est-à-dire, on parle beaucoup, on annonce beaucoup, et dans les faits, c'est rien. C'est même pire de ce qu'on peut imaginer sur le terrain. On le sait aujourd'hui avec toutes les statistiques qui nous ont été données de voir de la politique d'Obama. Et dans ce qu'on voit, le président français, le Premier ministre britannique, le président américain, aujourd'hui ne demandent pas le cessez-le-feu de ce qui est effectivement un massacre. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Derrière cette idée qu'on nous annonce le pire avec l'entrée des chars sur le territoire de Gaza, en nous annonçant effectivement le pire, on tend, nous, à être dans l'attente, à observer ces bombes qui tombent, et il se peut effectivement que ce soit ces bombes-là qui fassent l'essentiel du travail aujourd'hui, à savoir aplatir totalement des secteurs entiers de Gaza, et puis cibler en l'occurrence et des hôpitaux, et des mosquées, et des écoles, et des refuges où les gens sont invités même à aller se protéger, et on les cible quand même. Justement, pour revenir sur l'aide humanitaire que vous venez d'évoquer, elle a mis beaucoup de temps d'abord à être débloquée par le passage de Rafah. Elle tombe au compte-gouttes, et les retours qu'on a sur place, c'est que les Palestiniens disent il n'y a rien dans ces camions. Il y a des gens qui ont témoigné en disant en fait il y a des sacs mortuaires pour qu'on puisse mettre les cadavres dedans, il y a des choses comme ça dans ces camions qui sont supposés emmener de l'eau et des denrées alimentaires et pouvoir voilà, des couvertures, des choses comme ça.
Elle apparaissait déjà comme hyper insuffisante, déjà complètement sous-calibrée, juste pour dire, limite juste pour dire on a envoyé une aide humanitaire et puis contentez-vous de ça. Emmanuel Macron, il a annoncé hier donc l'envoi du tonnerre depuis le port de Toulon. Et puis il y a des vols qui sont affrétés par le centre de crise français. Il y a 54 tonnes de matériel médical qui est parti là tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 heures de ça, depuis Paris. Cette aide humanitaire qui est conjuguée à un refus d'appeler à un cessez-le-feu, comment est-ce qu'on doit la voir? Ben, écoutez, d'abord, bon, j'ai entendu, bon, on n'a pas les moyens de savoir effectivement ce qu'il y a dans les camions. Au moment où la situation était normalisée dans finalement ce camp de concentration, j'ai beaucoup aimé l'analyse qu'a faite la demi-sœur de Tony Blair, qui est converti à l'islam et qui est allé à Gaza et qui, elle, dit, mais attendez, ce n'est pas une prison à ciel ouvert, parce qu'une prison, ça a une définition. Là, c'est un camp de concentration, on met des gens, et ce qu'on fait, c'est qu'on les prive de tout. Ce sont des innocents, ce ne sont pas des coupables, ils n'ont pas, de ce point de vue, la possibilité de se mouvoir et d'avoir accès à la nourriture et la prise en charge. Donc ici, on est dans un camp, Gaza est fermé. Et donc, en temps normal, dans la situation qui était déjà pas du tout enviable, 100 camions par jour suffisaient à peine. Là, on en est à moins de 20, on est au compte-gouttes et en plus, apparemment, il semblerait que les camions qui entrent ne sont pas totalement pleins de ce dont les gens ont besoin, c'est-à-dire ça n'est pas d'abord de la nourriture ou de l'eau ou du matériel médical. Donc ça, c'est un point d'interrogation. De toute façon, même si ces 20 camions étaient chargés et surchargés, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins de toutes les Amnesty International, Human Rights Watch, toutes les organisations humanitaires du terrain, tous disent mais ça ne suffit pas, ça n'est pas possible. On est au bord de la famine, on est au bord de l'impossibilité même. Je veux dire, à l'heure où je vous parle, les opérations dans la majorité des hôpitaux se font sans anesthésie. C'est-à-dire qu'on n'a même pas les moyens d'anesthésier les hommes, les femmes, les enfants, ça n'est plus possible. On n'a pas le matériel. On a vu des images où ils tiennent des téléphones et c'est à la lumière du téléphone qu'ils opèrent. C'est absolument, d'abord, c'est totalement à l'opposé de tout le droit international. C'est contre le droit international, c'est contre les règles de la guerre. C'est effectivement un crime contre l'humanité. C'est effectivement, et lui, Netanyahou, mais pas seulement lui, ceux de son comité de gestion et d'urgence et de guerre, tout cela, ça devrait être à La Haye qui devrait se retrouver. Ils ont le même destin finalement que Poutine, tel que l'a traduit la communauté occidentale, si on allait dans leur sens de ce point de vue. Donc maintenant, quand on voit ce qui est en train de se passer, comment comprendre cette espèce d'élan humanitaire quand on ne fait pas le minimum de l'action politique? Alors ça, c'est le miroir grossissant de ce qui a toujours été la politique occidentale dans la région. C'est-à-dire que depuis maintenant, par exemple à Gaza, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui où tout est fermé, on a voulu traduire à la face du monde que la question palestinienne était une question humanitaire. Ce n'est pas une question politique. Donc en fait, chaque 6 mois, chaque année, Israël bombarde, détruit tout, et puis on demande aux gens, ben, faites des dons. Il faut humanitairement, avec l'UNRWA, avec les autres, eh ben, donner des dons pour reconstruire. C'est-à-dire qu'on fait de l'humanitaire par la déficience du politique, et en ayant dans la déficience du politique la non-reconnaissance des droits des Palestiniens, on va transformer ceci en une cause humanitaire. Les Palestiniens, ils ne sont pas aujourd'hui victimes d'abord d'une réalité de famine ou d'une catastrophe naturelle. Ils sont victimes d'une occupation injuste, discriminatoire, d'un apartheid structurel et organisé.
et d'un racisme ordinaire. C'est ça la réalité. Donc ensuite, de leur envoyer de l'argent pour construire des écoles ou reconstruire des écoles qui ont été détruites auparavant, ça n'est pas acceptable dans la gestion. Et donc, ce qu'on voit en miroir grossissant aujourd'hui, c'est que c'est exactement, mais cette fois-ci, on l'a dans une séquence de 3 semaines, à savoir, il y a eu l'opération de Hamas, il y a la réponse de Netanyahou qui dit tout homme du Hamas est désormais un homme mort, mais comme les hommes de Hamas, on n'arrive pas à les atteindre, ben ça fera 100 morts, 1000 morts, des milliers de morts dans la population palestinienne, et on appelle ça des dommages collatéraux. Et avec ceci, la seule réponse que l'on donne dans cette situation de guerre, c'est de dire, eh bien, on ne va même pas demander un cessez-le-feu politique, un arrêt, une trêve. Non, on ne va pas le demander. On va, alors qu'ils sont encore en train de bombarder, je veux dire que les tonnes de bombes qui sont tombées sur Gaza, tout concentré, équivalent à ce qui s'est passé à Hiroshima. Je veux dire, c'est ça que nous disent aujourd'hui les spécialistes en disant mais c'est sidérant ce qui est en train de se passer. On le voit sous nos yeux. C'est-à-dire que quand on cumule toutes les bombes qui tombent tous les jours et cette espèce de bombardement systématique et imprévisible également parce qu'ils disent qu'ils ne ciblent pas certaines places et pourtant ils tirent sur des hôpitaux, ils bombardent des refuges auxquels ils ont poussé les gens à se rendre, et bien de ce point de vue-là, au moment où on fait ça, au moment où on le voit, on ne demande pas politiquement un cessez-le-feu, mais on revendique humainement un acte de solidarité en envoyant ici un bateau et de demander à l'Égypte d'ouvrir sa frontière pour laisser passer quelques camions. Mais c'est sidérant, c'est le sommet du cynisme et c'est, si vous voulez, le prisme grossissant de ce qui se passe depuis 56 ans, et en particulier depuis les élections et depuis l'enfermement de Gaza en 2007. Mais au sujet de cette question du cessez-le-feu, est-ce qu'on peut considérer que la communauté internationale, en appelant à un cessez-le-feu, elle peut aujourd'hui avoir encore un impact sur les décisions qui sont prises par Netanyahou et qui semblent complètement… il a vraiment l'air de vouloir aller au bout. Est-ce qu'il y a une possibilité, dans l'hypothèse où tout le monde appelait à un cessez-le-feu, qu'il fasse marche arrière là-dessus? Non, encore une fois, aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, il faut qu'on comprenne une chose maintenant. Il faut véritablement, parce que ce que viennent de révéler ces 3 dernières semaines, c'est qu'en fait, il a annoncé la couleur et il a annoncé ce qu'il ferait. Et finalement, il n'y a personne sur son chemin qui l'arrête. Biden, il ne l'arrête pas, il poursuit avec lui en disant mais il ne faut pas aller trop fort, il faut faire attention, mais en même temps, il ne dit pas, il ne lui donne aucune limite, il lui dit il faut faire attention sans lui donner de limite. Comme si pour être élu aux États-Unis aux prochaines élections, il a compris qu'il fallait se taire par rapport à la politique israélienne pour 2 raisons. D'une part, parce qu'on l'a entendu, je veux dire, tout le monde a vu cette vidéo où en privé, Netanyahou est en train de dire qu'il sait comment parler aux États-Unis, qu'il sait comment leur faire ce qu'il veut. C'est comme si les rôles étaient inversés, c'est-à-dire celui qui tient la laisse, c'est Netanyahou, et celui qui aboie quand il tire sur la laisse, c'est le président des Américains, des États-Unis. C'est on est en train de voir ceci sous nos yeux, c'est-à-dire que rien n'est venu arrêter la marche. C'est-à-dire tout ce qu'il avait annoncé au moment le 7 octobre dernier et les jours suivants, il suit une ligne. La seule chose que on a l'impression, on pourrait avoir l'impression qu'il retient, c'est l'invasion. Mais l'invasion, elle n'est pas retenue
par le pouvoir américain ou n'importe quel pouvoir occidental. Ce sont des considérations internes au gouvernement israélien, mais également à la gestion militaire, parce qu'il y a deux éléments qu'ils n'avaient pas prévus. Le premier élément qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la prise d'otage. Et la prise d'otage, là, a été un moment où tout à coup, il faut qu'ils se posent une question. Est-ce qu'aux yeux du monde, ils vont aller envers et contre tout et puis risquer la vie des otages? Même si on s'aperçoit aujourd'hui, ils n'ont pas voulu le mettre beaucoup en évidence, mais les otages qui sont sortis, et même ceux qui auparavant avaient vu des militants du Hamas venir dans leur demeure, ils ont été bien traités et ils ont été bien traités pendant le temps où ils ont été enlevés. Mais ce n'est pas ça le problème seulement, c'est qu'il y a cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est qu'en entrant, ce qu'ils ne savent pas, c'est est-ce qu'en fait, il y a dans cette entrée un piège ou est-ce qu'effectivement, ils vont pouvoir mener les opérations comme ils le veulent? Il y a une inconnue aujourd'hui dans ce qui pourrait se passer s'ils entraient avec les chars. Sans compter, en l'occurrence, que s'ils y allaient et puis que les morts devaient s'accumuler, je veux dire, devant la face du monde, une telle opération, il n'est pas sûr qu'elle gagne la guerre médiatique d'une certaine façon. Parce qu'ils sont en train de se rendre compte d'une chose, c'est que dans leur excès et leur arrogance, la guerre médiatique n'est pas totalement gagnée. Elle n'est pas totalement gagnée parce qu'il y a en Occident, comme dans le monde aujourd'hui, énormément de gens qui se disent ça va beaucoup trop loin, c'est exagéré. En face de la radicalité de certains Israéliens et de certains soutiens, eh bien, il y a aujourd'hui un grand sentiment de malaise sur le plan international. Donc, il faut de ce point de vue qu'on se rend compte que les pouvoirs occidentaux sont tenus, en fait. Ils sont pieds et poings liés au rythme des déclarations de Netanyahou. Et ce qui est le pire en plus, c'est que tout le monde connaît ce gouvernement. Netanyahou, c'est un corrompu, un menteur et un homme d'extrême droite. Et il l'était. Aujourd'hui, on dit qu'il n'est pas d'extrême droite parce que dans son gouvernement, il y a encore pire que lui. Il y a un homme qui est condamné pour terrorisme, reconnu comme tel, avec des propos racistes, avec des propos qui sont des propos d'hommes qui n'ont absolument aucun respect pour la réalité palestinienne. Donc il faut qu'on se rende compte de tout ceci dans l'analyse que l'on fait aujourd'hui de la situation sur le plan régional. Pour revenir juste rapidement sur vous avez évoqué à l'instant la question de la bascule de l'opinion publique parce que c'est vrai que pendant les premiers jours, on avait une version complètement unilatérale avec même des gens qui regardaient un petit peu de manière perplexe et qui ne savaient pas trop comment se positionner, qui plutôt étaient du côté de ce qu'on va appeler la réponse d'Israël à une attaque. On a eu un point de bascule, alors j'ai plus la date exacte, mais ça va parler à tout le monde. Le bombardement de l'hôpital à Gaza, qui a provoqué plus de 500 morts. Bon, je ne vais pas revenir sur la polémique. Israël dit que c'est une roquette, machin. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est Israël qui a bombardé cet hôpital. Il y a eu cette première étape dans la bascule parce qu'effectivement, les gens ont dit là, ça devient trop, là, ça devient des hôpitaux, ça devient des innocents qui sont partis se faire soigner. Certains étaient en train d'évacuer conformément au conseil de l'armée israélienne et finalement, ils se font exécuter sur le chemin. Donc, il y a cette première étape. Est-ce que vous considérez que si on apprenait demain, il y a plus de 200 otages, d'après Israël, je précise toujours, il y a plus de 200 otages. Si on apprenait demain qu'une partie de ces otages étaient décédés du fait de bombardement israélien, est-ce que ce serait un élément suffisant pour que l'opinion publique puisse comprendre que là, il y a quelque chose qui relève du sordide, de l'inacceptable, encore plus que ça ne l'est maintenant? Ou est-ce qu'on peut considérer que du fait du matraquage médiatique, eh bien, les gens vont se dire, et ça a été dit par certains politiques, eh bien, s'ils doivent mourir ces otages, c'est le prix du chemin vers la paix, entre guillemets. Alors il y a les deux. Il y a même
plus que deux scénarios. Il y en a trois même. Le premier des scénarios possibles, c'est-à-dire que c'est celui où on nous avait dit dans un premier temps, parce que ça on l'a entendu aussi, en général, Israël, parce qu'on prenait le cas du soldat Shalit qui a été échangé contre plus de 1200 prisonniers palestiniens, on dit Israël ne lâche pas ses soldats, elle est prête à négocier, elle ira loin, elle sera donc ces otages, ils ne pourront pas aller jusqu'à à faire une opération qui conduise à leur mort parce que ça n'est pas la façon de faire d'Israël. Ok, ça a été le premier scénario et on nous a dit ceci et on nous le dit encore pour certains. Pour d'autres, c'est exactement le contraire, à savoir que non, aujourd'hui, Israël a été attaqué, seul compte la vengeance, seul compte l'élimination et l'éradication de Hamas, et il en coûtera ce qu'il en coûtera, même le prix de ces otages. Entendez que du point de vue médiatique, on a entendu les deux versions. C'est-à-dire, on a entendu qu'il était tout à fait possible qu'il y ait, et puis d'un autre côté, que ça les retienne d'aller et d'entrer dans Gaza aujourd'hui. Et puis, il y a un autre scénario qui sera celui qui est cette zone d'inconnu. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une étape où il y a des négociations? Il est certain qu'il y a des pourparlers. Il est certain qu'on se parle aujourd'hui derrière ces bombes, comme on l'a vu pour les deux dernières, la mère et sa fille qui ont été libérées. On sait qu'il y a eu des tractations, on sait qu'on est passé par des organisations internationales. Donc tout ça se discute aujourd'hui. Et il est tout à fait possible qu'effectivement, aujourd'hui, on soit, et que ce soit une des clés qui nous explique pourquoi il n'y a pas d'entrée aujourd'hui par les chars, parce que il se pourrait que Israël soit mis devant une situation où, entrant avec les chars, ils soient eux-mêmes la cause de la mort de leurs propres civils, d'une certaine façon. Il se pourrait. Et si cela s'avérait être une réalité, ça s'inverserait. Parce qu'en fait, pourquoi, après tout ce que vous avez détruit, entrer encore avec les chars, risquer la mort de vos civils et finalement en être les responsables? Donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement sensible. C'est le troisième scénario. Celui-ci, il est le plus sensible et il est le plus dangereux pour deux raisons. Il est le plus dangereux sur le plan militaire parce que ce serait une défaite. Une armée qui tue et qui est la cause de la mort de ses propres civils, c'est le contraire de ce qu'on attend d'elle, ça c'est un. Et deux, ce pourrait être, comme vous venez de le dire, une couverture médiatique qui serait une couverture de médiatique totalement désastreuse, c'est-à-dire vraiment qui renverserait les choses. Non seulement vous tuez les civils palestiniens, mais même vos civils, au nom de la guerre, ne comptent pas et vous êtes prêts à aller jusque-là. Ce qui, de ce point de vue, pourrait être effectivement tout à fait contre-productif. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la guerre, tout ce qui est en train de se passer, elle fonctionne aujourd'hui sur deux jambes. Et ça, en particulier, on le sait, évidemment, l'expérience américaine au Vietnam a mis en évidence qu'on ne gagne pas une guerre si on ne sait pas gérer la couverture médiatique. Qu'à un moment donné, la population américaine a été tellement révoltée que finalement le pouvoir américain a dû reculer. Et qu'aujourd'hui, le pouvoir israélien, en l'espace, on l'a vu, hein, là vous parliez tout à l'heure de l'hôpital qui a été bombardé, eh bien, en l'espace de quelques heures, d'abord le gouvernement israélien a reconnu et s'est même félicité de l'attaque, parce qu'en fait, ils s'en félicitaient, parce que ça répondait à une information et un avertissement qui avait été donné à ce même hôpital la veille en disant on va vous bombarder et donc il faut que vous vous évacuez. Ils n'ont pas évacué, ils les ont bombardés quand même, ils l'ont revendiqué, ils se sont aperçus de ce qui se passait au niveau médiatique, que ça allait totalement retourner l'opinion internationale et tout à coup c'est plus nous. Et là ils sont aidés par un certain nombre d'agences sur le plan international qui ont fait comme si le doute était possible. C'est-à-dire comme par exemple dans le fait de dire les bébés qui ont été
tués, qui ont été décapités. C'était possible. Et le seul fait de dire que c'était possible a donné une sorte de crédibilité par des journalistes qui ensuite après ont dit non, j'ai pas dit que ça avait été le cas, j'ai dit il se pourrait que. Donc en utilisant le conditionnel répété, ça devient un indicatif en fait. Hein. Dans les médias, c'est comme ça. Quand au conditionnel, on répète, on répète, on répète, l'habitude de l'avoir entendu a transformé presque psychiquement, mentalement, le conditionnel en indicatif. C'est exactement ce qui se passe au point qu'on a encore aujourd'hui des journalistes anglais, américains, français qui répètent que ça a été le cas, qu'ils ont tué des bébés et qu'ils les ont décapités. Donc, de ce point de vue, ce qu'il faut qu'on comprenne dans cette situation, c'est que oui, il se peut que ce qui va advenir des otages israéliens, des civils, des militaires, des colons, eh bien, ça peut avoir un impact très, très important. Est-ce que ce sera décisif quant à l'opinion publique? Ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend qui va avoir le premier l'information et comment elle va s'installer dans le public, en particulier en Occident, parce qu'ils sont extrêmement puissants à transformer la réalité du terrain en une espèce de normalisation, d'acceptation et de traduction totalement biaisée de la réalité. On le voit, je veux dire, quelqu'un, à des moments donnés, on se demande en Europe, on se demande en Occident si on a des informations occidentales ou si on a des informations qui viennent de Tel Aviv. Elles viennent d'où ces informations? Qui est-ce qui relaye de façon aussi acceptable, aussi unilatérale? Je veux dire, on le fait, on fera jamais ceci avec la Russie, et on reste même un peu plus prudent avec l'Ukraine. Ben là, non, on n'est même pas prudent. Et Dieu sait si l'on sait. Je veux dire que les Israéliens, dans leur couverture médiatique, ont menti. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, ben non, finalement, la journaliste palestinienne qu'on a tuée, c'était un sniper palestinien qui l'a tué. Il a fallu qu'on attende 3 mois pour qu'ils reconnaissent que c'était eux. Que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que sur le moment, c'est pas eux, et ça devient eux quand c'est plus le moment, en fait, quand c'est plus une actualité, quand l'émotion a passé, c'est-à-dire la reconnaissance d'une faute, quand il n'y a plus besoin de reconnaissance, puisque personne ne s'en souvient. Ils sont les champions de la manipulation, de la temporalité de l'information. Et au-delà de cette notion d'opinion publique, est-ce qu'il y a une possibilité, je reviens encore à cette notion d'otage, c'est pas une obsession de ma part, hein, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé dessus aujourd'hui. Je vais vous donner ce que j'ai recueilli auprès du Quai d'Orsay. En fait, on a eu des informations sur Instagram d'un compte d'une dame française qui vit à Gaza, qui a annoncé, qui tient le compte Sadara pour Gaza sur Instagram, qui a annoncé le décès de ses 2 enfants, une petite fille, un petit garçon, dans un bombardement dans la nuit de lundi à mardi. Hier soir, j'interroge le Quai d'Orsay pour savoir s'il confirme le décès de 2 de nos compatriotes et auquel cas, s'ils avaient un commentaire à faire là-dessus. Donc, en fait, simplement pour être précis, c'est une femme palestinienne et française ou française? C'est une Française mariée avec un Gazaoui qui vit à Gaza et qui fait de l'humanitaire à Gaza. Okay. Et donc, elle met un post Instagram, elle dit « Je suis blessée, j'ai 3 enfants, 2 ont été tués, on a visé ma chambre précisément. » Alors, elle explique, elle dit « Plusieurs humanitaires ont été ciblés. Je précise, on est tous français. » Donc, moi, je vois ça, je veux faire un article, donc je contacte le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay ne confirme pas. Ils me disent « On cherche à vérifier la situation de cette famille. » Et puis, ils me font un petit paragraphe pour nous dire que la sécurité des Français est une priorité, qu'évidemment, ils feront tout ce qui est en leur possible pour permettre qu'ils puissent évacuer quand ils le souhaiteront. J'ai recontacté aujourd'hui pour savoir si, entre hier et aujourd'hui, ils avaient eu quelque chose, ils ne m'ont pas répondu. Est-ce que, au-delà de l'opinion publique, dans l'hypothèse où Israël se mettait à tuer des Français, des Américains, des Anglais, ou peu importe, des étrangers qui se trouveraient à Gaza, en tout cas des ressortissants occidentaux, est-ce qu'on peut envisager un changement politique d'un point de vue de nos gouvernants, ou est-ce que finalement, eh bien, ces gens-là, ils vont être sacrifiés?
Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, ben, vous le savez, votre expérience, ben, c'est peut-être à vous de peut-être malheureusement d'avoir à répondre à cette question par votre expérience. Si vous voulez, par mon expérience, ce que je vois, c'est que, avez-vous remarqué, encore une fois, il faut toujours dans ce conflit être attentif à la terminologie, être attentif à la description des enjeux et être attentif à la façon dont justement, on l'a vu tout à l'heure, on aborde la question, est-ce qu'on est dans l'ordre du politique, est-ce qu'on est dans l'ordre de l'humanitaire, est-ce qu'on est dans l'ordre du religieux, etc. Donc, il faut être attentif à la forme avec laquelle on habille la description et la couverture médiatique. Au sens, c'est vraiment là pour le coup la couverture médiatique. C'est vraiment comme on couvre le problème. Eh bien, quand on en vient à cela, on s'aperçoit, et regardez-le, quand on vous dit aujourd'hui qu'il y a plus de 30 morts français, oui, on vous dit qu'il y a plus de 30 morts français, vous aurez remarqué qu'on dit français, point. On ne dit pas français binationaux, c'est-à-dire que la majorité d'entre eux sont français israéliens. Quand ils sont français israéliens, ils sont français. Mais quand ils sont palestiniens et français, voire français ayant épousé des Palestiniens, on attend de voir quelle est la nature de leur appartenance à la France. C'est-à-dire qu'ils sont souvent d'abord Razaouis, palestiniens, avant d'être français. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Hamoumi, c'est-à-dire le militant, où il fallait rappeler, attendez, il est en prison, mais il est français. Non, non, il était palestinien. Donc c'est les Palestiniens, c'est les Israéliens qui s'occupaient d'un Palestinien avant qu'il soit français. Il a fallu véritablement faire des pieds et des mains. C'est exactement la même chose dans ce qui peut se passer avec certains binationaux quand ils sont en relation avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Iran, par exemple. Ici, c'est encore pire quand il s'agit de Palestiniens ou de Français qui sont soit mariés à des Palestiniens, soit binationaux, soit qui sont partis avec des organisations humanitaires. Tout dépendra de la nature ou de la qualité, entre guillemets, de ces personnes. Si ce sont des personnes binationales, eh bien, tout porte à penser qu'on prendra d'abord en compte leur nationalité palestinienne ou arabe avant de considérer leur nationalité française. Dans ce cas de figure, si ce sont des humanitaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans des organisations, là, ce sera autre chose. Là, ce sera autre chose parce qu'on ne pourra pas, de ce point de vue-là, faire comme si on ne voyait pas ce qui est en train de se passer. Mais il faut se rendre compte de la façon dont verbalement, médiatiquement, politiquement, on identifie nos concitoyens. Et là, il y a un traitement qui est aussi discriminatoire, qui est aussi du type deux poids, deux mesures que la réalité du quotidien des gens dans la société française. C'est encore amplifié par la réalité du conflit au Moyen-Orient. Mais vous vous rendez compte que quand on parle de binationaux avec Israël, on oublie, c'est des Français. Et donc, comme ce sont des Français, on est associé empathiquement et en sympathie avec les victimes israéliennes. Et les victimes israéliennes font de nous des associés en sympathie par rapport au fait de la mort, du fait d'être victime, mais ce n'est pas du tout la même chose quand il s'agit de Razaoui. Jamais on vous aurait parlé de la même façon s'il s'agissait de personnes qui sont liées avec et qui sont de l'autre camp en fait, parce qu'on n'en parle pas du tout de la même façon. Donc vous voyez bien qu'il y a un traitement qui est totalement différent. Il y a un traitement qui n'est pas digne de la défense de la citoyenneté égalitaire sans discrimination et qui fait comprendre à tous que l'on soit binational, palestinien, français ou israélien, français, eh bien, on est français. Ça, on ne le sent pas du tout, ni dans le discours, ni dans la gestion, ni dans la politique de sécurisation des appartenances et de la solidarité nationale. Pour revenir
bon, il y a eu plusieurs visites de dirigeants internationaux en Israël. Euh, la plupart des pays arabes n'ont pas forcément accepté de les recevoir. Il y a eu des annulations, des choses qui nous ont été annoncées. Ceci dit, Emmanuel Macron a organisé une visite et je voudrais revenir, enfin, y avoir votre analyse sur son glissement comportemental entre mardi et mercredi. Je ne sais pas comment le qualifier, mais euh, il arrive mardi matin en Israël. Nous, on nous fait, pour revenir un petit peu, la presse, comme ça, les gens qui nous écoutent savent comment ça se passe. Quand il y a un voyage comme ça à l'international, la presse est confiée à ce qu'on appelle un briefing off avec la présidence de la République. Donc, on a un briefing le lundi soir avec un conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, puis on peut poser les questions. Donc, lui, il nous donne les orientations, ce qui va se passer pendant le voyage, ce qui est prévu. Il y a un confrère qui pose la question de pourquoi vous n'appelez pas un cessez-le-feu. Le conseiller répond que il faut pas jouer avec les mots. Ils appellent à une trêve humanitaire d'abord qui pourrait mener à un cessez-le-feu par la suite parce que c'est un prérequis pour obtenir le cessez-le-feu. Donc pour l'instant, on en est encore au stade de la trêve humanitaire. Je pose ensuite la question, et c'est de savoir si Emmanuel Macron va aborder la question de la colonisation pendant son voyage, son entretien avec Netanyahou. On me répond que c'est quelque chose que la France demande depuis longtemps, que la France exige, même il utilise le mot exiger, parce que là encore c'est un prérequis à la solution à deux États, à la mise en place de cette solution à deux États, et que donc avec une colonisation on ne pouvait pas avoir de solution de paix à deux États. Le lendemain, sur le déroulé, en fait, Emmanuel Macron va rencontrer les victimes à l'aéroport de Tel Aviv. Il se rend ensuite dans les bureaux de la présidence israélienne à Tel Aviv, où il rencontre le président Isaac Herzog. Il se rend ensuite à Jérusalem. Il tient une conférence de presse très offensive avec Netanyahou, dans laquelle il annonce justement cette truc hyper controversé de coalition internationale contre Daesh qui pourrait être mobilisée contre le Hamas. Il est complètement, j'ai envie de dire, unilatéral. Il va parler uniquement de son soutien à Israël, comme s'il n'y avait pas d'autres victimes. Il va parler uniquement de la position française, du droit d'Israël à la défense, à sa défense. Et puis, après ça, il se rend, et ce n'était pas prévu à la base, il se rend à Ramallah, il rencontre Mahmoud Abbas sur place. Je ne sais pas si les gens ici, vous avez vu la conférence de presse, mais elle était hyper lunaire. Il y avait une attitude, un langage non verbal hyper malaisant pour ceux qui regardaient. Macron se gratte le nez, se gratte la tête, fait des grimaces quand Mahmoud Abbas est en train de parler des victimes palestiniennes, et ça a été ça a été perçu de manière hyper négative par ceux qui ont regardé. Et ensuite, Emmanuel Macron se rend en Jordanie. Là encore, ce n'était pas prévu à son planning. Il se rend en Jordanie le mardi soir. Il est reçu par le roi Abdallah II le mercredi matin. Il n'y a pas de conférence de presse. On comprendra plus tard que sur place, il s'est un petit peu fait tirer les oreilles sur la question du deux poids, deux mesures et de l'occultation complète des victimes palestiniennes. De là, il rencontre le dirigeant de l'UNRWA. Alors, je ne sais pas comment la traduction est exacte en français, c'est le Bureau des réfugiés palestiniens des Nations Unies. Il promet là encore une nouvelle aide humanitaire, et puis il se rend en Égypte, et là il a un comportement, une attitude qui est complètement contraire avec celle qu'il avait eue quand il était avec Netanyahou. Et là on se dit, est-ce que cette position du en même temps, du perpétuel en même temps, parce qu'en fait il était limite en train de... Mardi, il cautionnait l'action d'Israël. Il était OK avec tout. Il a émis aucune réserve. Hein. Je ne considère pas que c'est une réserve de dire il faut épargner les populations civiles. Ça reste des mots.
Et puis le mercredi, en Égypte, il est là et puis il explique que voilà qu'il y a des tonnes de matériel médical qui va être envoyé, qu'il y a une coopération avec l'Égypte pour obtenir la libération des otages, qu'il y a une coopération avec l'Égypte pour obtenir l'exfiltration s'il y avait besoin, l'évacuation des ressortissants français par le passage de Rafah, qu'il y a une coopération là encore avec l'Égypte justement pour discuter un petit peu de cette notion de coalition et de qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on dirait un peu deux personnes complètement différentes. Pour vous, quelle version de Macron il fallait croire, mardi ou mercredi? J'aimerais bien qu'à la suite de ma réponse, vous donniez votre version, puisque vous avez apparemment, et par la force des choses, vous avez regardé ça de près. Moi, j'ai suivi ceci de près. Et en fait, ce que l'on voit de la part de Macron, c'est ce qu'on a toujours vu de la part de l'Europe et de la part des États-Unis. C'est-à-dire, quand on est avec Israël, on est directement dans leur ligne, puis ensuite, après, avec les Arabes et avec les Palestiniens, on a une position qui est jamais véritablement claire sur le plan politique, mais toujours assez ouverte sur le plan solidaire et humanitaire. C'est ça qui s'est passé là. Exactement ceci, on le connaît chez, on l'a connu chez Bill Clinton, on l'a connu même chez Carter avant, on l'a connu dans les administrations Bush, tout ça on connaît. Et là, avec le seul qui était un tout petit peu différent par rapport à ça, avant toute l'épopée qu'on a eue, c'était De Gaulle, et puis ensuite on a eu Chirac qui à un moment donné, pour d'autres raisons, a eu une position un tout petit peu différente dans le rapport politique à la question, pas simplement par rapport, mais ça ne changeait rien à la position générale de soutien à Israël et de position un tout petit peu floue par rapport à la question palestinienne. Ici, on a effectivement quelqu'un qui part en Israël et ce qu'il dit, c'est vous avez le droit de vous défendre, mais pas sans règles. Mais il ne demande pas à ce que ça s'arrête et il lui dit bon, ben, finalement, les règles, c'est vous qui allez vous les donner à vous-même, puisque apparemment personne ne les lui donne et personne n'exige rien de lui-même. Donc on a un discours qui est très pro-israélien et très pro la décision israélienne de continuer, c'est-à-dire qu'effectivement, on est en train, c'est-à-dire que le fait de dire et de répéter depuis le début, depuis le 7 octobre, le droit de se défendre, c'est en fait une permission de tuer. C'est une permission de bombarder. C'est ça, le droit de se défendre, c'est une permission de bombarder et de tuer, tout en sachant qu'il n'y a rien de chirurgical. Certes, ils ciblent des ennemis, mais ils savent qu'ils vont tuer et des femmes, et des enfants, et des bâtiments qui sont des bâtiments où on soigne, où on éduque et où l'on protège. Tout ceci, on le sait. Donc ensuite, quand il part et effectivement, il trouve qu'il va rencontrer, c'est pour ça qu'il y en a qui ont dit, non mais il sait, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire en allant discuter. Alors, il voulait montrer, lui, qu'il pouvait faire ce que ni Biden, ni le Premier ministre britannique, ni personne lui n'avait pu faire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous refusé de les voir. Évidemment, quand les bombardements ont commencé, ils n'ont plus voulu voir les dirigeants américains ou britanniques ou allemands. Et donc, lui, il était content, il a pu voir la direction palestinienne Abbas en Cisjordanie, sans compter, là aussi, parce que là, il faut qu'on dise une chose, hein, au moment où on parle de Gaza, il faut savoir, les exécutions, la colonisation, l'enfermement et l'emprisonnement, et puis les exécutions sommaires continuent, c'est-à-dire que la Cisjordanie n'est absolument pas épargnée. Donc tout ce qu'on est en train de nous raconter, encore une fois, c'est Israël contre Hamas, et bien si c'était le cas, on ne ferait pas ce qu'on fait en Cisjordanie. Et en Cisjordanie, ça continue. Là, rien. Le président français ne dit rien. On ne parle pas de ceci. Et donc, on a une position totalement alignée. Ensuite, quand on va voir le président palestinien,
entre guillemets, bien lui, il est totalement déconnecté de la réalité. Il n'est même pas écouté par le peuple. On le sait depuis longtemps et il a été le faire valoir. Et donc, c'est une discussion qui sert à quoi? À venir lui dire, nous sommes pour deux États. C'est-à-dire qu'on a un Raza qui est en train de se faire aplatir et dont on veut faire disparaître la population et on veut l'enfermer, l'étouffer et en tuer la population civile. On est en train de continuer l'expansion en Cisjordanie et on vient, la fleur au fusil, dire la position française, c'est deux États. Donc, comme le disait un intellectuel français, et un spécialiste de la région américain qui disait mais toute personne qui aujourd'hui vous parle de deux États est en train de se moquer de vous. Parce que c'est plus possible et tout le monde le sait sur le terrain. C'est uniquement des formules, c'est le verbe, ce qu'on connaît, hein, encore une fois, en France et aux États-Unis, c'est le verbe qui cache la réalité. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, il y a ces deux rencontres, effectivement, où il rencontre le roi Abdallah, donc le roi jordanien, et lui, il est très remonté de ce point de vue par rapport à cette situation-là. Sa femme, d'ailleurs, plus que lui, puisque sa femme est d'origine palestinienne et qu'elle a pris une position publique extrêmement revendicatrice. Par rapport à ce qui est en train de se passer. Et donc, lui, il le met en évidence. Il l'a fait également auprès des États arabes, les deux poids, deux mesures. Mais bon, voilà, encore une fois, il parle, lui aussi, parce que le roi, il parle comme finalement, regardez tous les États arabes, finalement, tout le monde regrette, tout le monde se plaint, tout le monde est révolté et personne ne fait rien. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne s'est placé en face de, je veux dire, en face de Netanyahou. Si on doit être content que l'Arabie saoudite ait suspendu son programme de normalisation des relations avec Israël et que c'est tout ce qu'on va gagner de cette situation catastrophique et de ce massacre, c'est peu dire l'hypocrisie qu'il y a de ce point de vue-là. Donc, on a de ce point de vue un mécontentement qui s'exprime sans aucun effet politique sur le terrain. Et puis, après, on va discuter avec celui qui, dans tous les cas de figure, est un de ceux qui est l'artisan de l'enfermement de Gaza. Il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ceci, il a fait boucher tous les tunnels qui menaient de l'Égypte à Gaza, le président égyptien, qu'au nom de son opposition, à son opposition politique, qu'il a renversée au gré d'un coup d'État et qu'il a éliminé en prison ou qu'il a exécuté ou fait exécuter, lui, il se présente aujourd'hui comme le grand défenseur des Palestiniens. Si j'ouvre la porte, eh bien, ils vont quitter le pays et c'est comme si on participait au nettoyage ethnique qui dans les faits, c'est vrai, ce qu'il dit est vrai, mais il a été l'artisan de l'enfermement et de l'isolement de la question palestinienne. Et il voit arriver chez lui le président français qui va transformer tout ceci, non pas en questionnement politique, mais ce qu'on disait tout à l'heure, en solution humanitaire. On va envoyer un bateau, on est pour deux États, nous sommes pour deux États, on va envoyer un bateau, puis voilà. Et puis, on devrait être content avec ceci, parce que c'est l'effet de manche, mais concrètement sur le terrain, il n'y a rien. Donc, celui qui, dans les faits, apparaît comme étant le plus cohérent dans sa politique, verbale et pratique, c'est celui qui est allé d'abord à Tel Aviv rencontrer Netanyahou. C'est celui-ci qui semble être le plus cohérent. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, là, on voit une cohérence, puisqu'il ne fait que ce qui va dans ce qu'il dit à l'État d'Israël et qu'il ne fait rien de ce qu'il dit politiquement vis-à-vis des Palestiniens, si ce n'est d'envoyer un bateau et de dire qu'on va être solidaire d'un massacre qu'il cautionne d'une certaine façon en ne demandant pas le cessez-le-feu. Donc voilà, ça c'est mon interprétation, mais peut-être que vous, au gré de l'analyse de ces 3 jours, vous en avez une autre. Non, je pense que votre interprétation, elle est la bonne et elle est beaucoup plus poussée que la mienne. Moi, j'ai été hyper gênée, honnêtement, de tous ces entretiens, parce que je les ai tous suivis à la minute, avec même quand il était au checkpoint, machin, on nous envoyait vraiment les éléments à la minute. Voilà, il arrive au Palais Royal, il est là, il est là, il est là.
j'ai été hyper gênée par l'entretien avec Mahmoud Abbas. Vraiment, l'attitude qu'il a eue, elle était. Enfin, il fallait pas y aller. En fait, enfin, on sait aujourd'hui que Mahmoud Abbas ne représente pas grand-chose pour les Palestiniens, qui n'a pas vraiment de poids, voilà. Mais il y avait, enfin, dans l'attitude de Macron, une espèce de volonté d'humilier son interlocuteur. Vraiment par ses mimiques, par la façon qu'il avait de regarder à droite à gauche, de saluer des gens, de faire des clins d'œil avec les gens dans l'Assemblée pendant que l'autre est en train de parler, chose qu'il ne ferait jamais avec un autre dirigeant. J'ai trouvé ça pas respectueux et c'était un vrai message non verbal qui était passé aux Palestiniens, mais aussi à leur soutien beaucoup plus globalement. Pour revenir sur la position égyptienne, Abdel Fattah el-Sisi il l'a revendiqué hier sur l'enfermement, l'enclavement de la bande de Gaza. Il l'a redit en conférence de presse en disant je considère que la solution pour les Palestiniens n'est pas en dehors de chez eux. Donc il s'est positionné voilà, en disant on ne veut pas cautionner la déportation, entre guillemets. Voilà, c'est aujourd'hui ce sur quoi il se cache. On ne nous a pas dit, en tout cas du côté de l'Élysée, que la France avait demandé justement à l'Égypte de prendre un certain nombre peut-être des blessés ou de pouvoir les évacuer. C'est pas du tout remonté. Donc il y a certes cette aide humanitaire, mais très très mesurée, à prendre avec des pincettes parce qu'on a l'impression que cette aide humanitaire, elle va plus servir à de la chair à canon parce qu'elle va être détruite. Peut-être qu'elle va durer 3 jours et qu'il n'y aura plus rien dans 3 jours parce qu'elle aura été bombardée. Donc plutôt l'impression que l'aide française, elle sert juste à dire voilà, on a envoyé, on a fait notre part, grosso modo, on y est obligé. Et puis il y avait cette question-là de la coalition, mais on pourra l'aborder une autre fois, la coalition, parce que je pense que ça mérite une analyse beaucoup plus poussée sur la manière dont l'Occident veut prétendre lutter contre le terrorisme. Et on sait que là, on est 48 heures après, c'est une annonce qui est un petit peu fait pchit parce qu'il n'y a pas eu d'écho au niveau de la communauté internationale. Les 80 les pays membres de la coalition contre Daesh n'ont pas du tout répondu positivement. Du côté de l'Élysée, c'est un petit peu déminé en nous envoyant d'autres éléments de langage, en nous disant non, mais en fait, c'était pas vraiment, on disait pas qu'on allait s'engager. Voilà. Macron a dit il n'y aura pas de soldats français, encore heureux. Et puis, c'est encore quelque chose qui est flou, donc on pourra peut-être l'aborder une autre fois. Après, je ne sais pas si vous vouliez prendre des questions, peut-être que les gens voulaient. Oui, on peut prendre des questions, on va voir, mais juste rebondir sur ce dernier point, je ne vais pas faire long, mais je crois qu'il faut quand même en dire quelque chose. Parce que c'est sorti apparemment de rien, mais en même temps, c'est tout à fait lié dans ce qui a été dit à la position israélienne. Il faut se souvenir d'une chose, c'est-à-dire que ce jeu avec la notion du terrorisme, elle est ancienne, elle précède bien entendu, on l'avait déjà dans les années 50, 60, 80, mais en particulier en 87, quand commence l'intifada, on est en train de mettre en évidence et de structurer un discours autour de la question du terrorisme et qui tue des innocents, etc. Donc tout ceci, on le connaît. Ce qui va changer un tout petit peu la donne, il faut qu'on s'en rende compte aujourd'hui, c'est 2001. Parce qu'au moment où 2001, le 11 septembre 2001, il y a l'attaque contre le World Trade Center, la première chose que va dire le Premier ministre et va appuyer ensuite, que ce soit Rabin, que ce soit Netanyahou, que ce soit, je ne me souviens plus de son nom, celui qui est resté pendant longtemps dans le coma, ça me reviendra, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, eh ben, Sharon, voilà, ils vont dire, eh ben, maintenant vous allez savoir ce que c'est que le terrorisme, parce qu'en fait, Ben Laden, c'est comme Yasser Arafat. Et donc, on va associer la résistance palestinienne à ceci. Et ça ne va pas jouer, bien entendu, pendant longtemps, ça ne jouera pas. Mais dans la progression de l'usage du mot terrorisme, qui va passer de Al-Qaïda et ensuite à Daesh et aussi à l'État islamique, pour ensuite en arriver après les soi-disant révolutions arabes, à toucher les frères
parce que dans le renversement, on dira que ce sont des terroristes par association à ce qui se passe en Palestine. Cette idée aujourd'hui, pardon, de faire le lien entre les résistants et le terrorisme sur ce plan international. On en arrive aujourd'hui à entendre dans le prolongement de ce lien entre la résistance et le terrorisme, et ben Netanyahou qui dit c'est encore pire que Daesh, c'est encore pire que l'État islamique. C'est-à-dire ceux qui nous résistent, ils font pire que ceux-ci. Et on l'associe au niveau local au 11 septembre, au niveau international et américain, en disant c'est la même chose. Et là, à partir de ce moment-là, on veut nous vendre, c'est la même ligne de lecture, quelque chose qui serait la solidarité que nous avons eue à l'égard de Daesh, il faut l'avoir à l'égard maintenant des frères, parce que le Hamas et les frères musulmans, c'est un nouveau type de terrorisme. Il a touché Israël, mais il a touché 18 nationalités au minimum. Et donc, c'est aussi international. Cette idée-là, il faut se rendre compte que elle est liée aussi à toutes les politiques nationales qui vont être impactées en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, de tous celles et ceux qui vont agir ou qui sont fichés S ou qui sont fichés pour potentiellement être des terroristes. Donc il y a toute une rhétorique qui est liée à l'extrémisme et qui fait le lien maintenant avec la réalité locale et la réalité internationale et qui fait dire à Keppel, qui est celui qui est le maître à penser apparemment, c'est celui qui offre les éléments de langage au gouvernement français, qui dit un djihadisme d'atmosphère. Un djihadisme d'atmosphère, ça veut tout dire, ça veut rien dire et ça a trop dit. Parce que ça met tout le monde dans une espèce de suspicion dès que vous êtes dans le soutien à la question palestinienne. On va tout de suite vous poser la question de ce positionnement que vous avez. Il faudrait être avec les Palestiniens dans la non-violence, qui veut dire la non-résistance, qui veut dire qu'on reconnaît d'abord que Israël, quand Israël souffre, a le droit de se défendre. Si on ne passe pas par cette case, on est suspecté. Et donc là, de ce point de vue, on s'aperçoit qu'il faut parler de ceci, il faut être très très conscient de cela, parce que ça nous revient à nous. Et encore une fois, vous vous souvenez sans doute que pendant des années, pour ce qui me concerne, j'ai répété, je le dis et je le dis encore, si on ne comprend pas en Occident que les agents les plus effectifs d'un certain type d'islamophobie, ce sont ceux qui ne veulent absolument pas qu'en Europe ou qu'aux États-Unis ou qu'en Occident, on joue véritablement le rôle légitime des citoyens libres qui pensent la relation à leur pays et la relation au Sud de façon totalement autonome et décomplexée, en ayant la capacité de pouvoir critiquer ce qui doit l'être, c'est-à-dire ce que pour ma part je pense que nous devons faire. Il n'y a pas moralement à justifier le fait de cibler des innocents et des civils de tous les côtés et même du côté palestinien. Mais il n'y a pas dans cette équation non plus à s'excuser du fait que quand un occupant occupe une terre qui n'est pas la sienne et s'en prend lui-même à des innocents, s'en prend à des civils, la résistance, elle est légitime. Cette résistance, elle est légitime et il faut le dire. Et quand on dit ceci en Occident, quand on est citoyen américain ou citoyen européen et libre et qu'on ose le dire et qu'on peut le dire, alors on devient dangereux pour un certain type de discours. Puis on vous ciblera. Encore une fois, moi je le répète et je le répète, énormément d'intellectuels et de leaders musulmans aujourd'hui sont ciblés à cause de leur liberté d'expression sur cette question-là. On ne veut pas que ce discours soit entendu. On ne veut pas. Moi, juste encore là, hier ou avant-hier, on entend l'avocat Collard dire il faut expulser Tarek Ramadan de France. Ben, ils ne veulent pas m'expulser de France. Apparemment, ils veulent me garder. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte des intellectuels
et des voix qui aujourd'hui sont en train de se faire entendre. Et là où la bataille elle doit être perdue, c'est qu'on se rend compte que ça nous dépasse aujourd'hui. C'est pas que nous. Il y a des femmes et des hommes qui sont dans les milieux féministes, dans les milieux afro-américains, dans les milieux militants qui dépassent complètement notre rapport, des gens qui sont totalement conscients de la réalité palestinienne aujourd'hui. Ça n'empêchera pas que l'un des agents actifs de l'islamophobie en Occident aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne veulent pas entendre la voix pro-palestinienne. Et moi, je le dis très clairement, je le dis dans ce qui m'arrive même aujourd'hui, c'est une clarté, c'est-à-dire ces femmes qui ont été pour certaines payées, pour certaines qui se sont oubliées, qui ont voulu soit avoir la célébrité, soit de l'argent, ont agi au nom et par des gens qui les ont utilisés pour attaquer une voix qui défendait les Palestiniens. Et ça, on n'en veut pas. Et ce que l'on voit aujourd'hui par rapport à un certain nombre de ces leaders qui sont soit des imams, soit des intellectuels, soit qu'on pousse à se taire, soit qu'on fait sortir du pays, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre cette voix. Donc après, on va jouer sur les termes. Ah, vous êtes un peu extrémiste, ah, vous êtes antisémite, ah, vous êtes ceci. Le fait est que nous, je pense, dans cette question-là, il faut qu'on soit politiquement clair, mais également extrêmement clair sur nos positionnements. L'antisémitisme, c'est non. La violence, c'est non. La reconnaissance des droits des citoyens et des civils, c'est oui. Les crimes contre l'humanité, il faut les dénoncer partout. Il faut être très clair par rapport aux États, même majoritairement musulmans, qui ne reconnaissent pas les droits humains et en même temps, pouvoir avoir une parole libre et cohérente par rapport à Israël dans la défense des droits des Palestiniens. Notre cohérence, c'est notre force. Et il faut comprendre une chose pour tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, c'est que notre cohérence, c'est notre force, mais elle est pour ceux qui ne nous aiment pas le danger suprême. C'est-à-dire que quand nous sommes Européens, Américains, de confession musulmane, originaires du Sud et que nous sommes cohérents, il n'y a rien de plus dangereux. Même les plus extrémistes des extrémistes sont moins dangereux que la femme et l'homme qui a des principes et qui les défend sans sélection. Sans sélection, parce que ça, je veux dire, il faut quand même se rendre compte d'une chose. On est allé regarder un tweet de Benzema en disant Benzema a écrit un tweet en s'émouvant de la souffrance des Palestiniens. Il n'a rien dit sur les Palestiniens. Il n'a rien dit sur les Israéliens. Mais si on prenait 90% de la classe politique française et des intellectuels français qui ont fait le contraire en s'émouvant de la souffrance israélienne, en se taisant de la souffrance palestinienne, et ensuite ils disent pas d'émotion et pas d'émotion sélective. Mais commencez par vous-même. En fait, commencez par nous montrer que vous êtes capable de cet équilibre-là. Ils ne le font pas et ce sont les premiers à retourner l'échelle des valeurs de ce point de vue. Je pense que ça, il faut qu'on le dise aussi. Donc, je vais regarder simplement si je pense qu'on a effectivement des personnes qui ont demandé à pouvoir venir. Je regarde ici s'il y en a qui peuvent nous rejoindre. Vous pouvez faire la demande si vous voulez nous rejoindre. Donc là, il y a quelqu'un qui a refusé. Demandez simplement si vous voulez. On va voir. On va peut-être en prendre 2 ou 3 si ça vient. Il y en a, c'est impossible de vous ajouter. Donc, alors là, il y a quelqu'un qui pourrait être. Voilà, on a quelqu'un. Oui, c'est Momo, c'est ça? Salam alaikum, professeur, ça va? Vous appelez d'où? J'appelle de Nanterre, moi, dans le 92. Très bien. Allez-y, Momo. Oui, j'avais une petite
question à vous poser. Depuis tout à l'heure, ce que j'écoute, c'est très instructif, hein. On le sait déjà ce qui se passe, mais malheureusement, ça continue et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Tac, tac, tac. Alors moi, la question que je voulais vous poser, Monsieur Ramadan, c'est si demain, on a une invasion terrestre de la part de l'armée israélienne, quel pays serait en mesure d'aider militairement la Palestine? Ah ben ça, C'est une bonne ça, question. on va peut-être demander à Faiza, la journaliste. Faiza, bonjour. Salam alaikum, Faiza. Désolé, j'ai oublié de vous saluer. Alaikum salam, bonsoir. Elle a peut-être Bonsoir. des informations que je n'ai pas. En fait, il faut distinguer quel pays serait en mesure d'aider militairement la Palestine, comme tu l'as formulé, et quel pays voudrait aider militairement la Palestine, parce que ça aurait des conséquences géopolitiques qui seraient après certainement lourdes d'un point de vue comme un autre. Honnêtement, moi, mon idée, là, tout de suite, c'est de me dire qu'il faudrait se préparer dans l'hypothèse où il y aurait une offensive terrestre. Mais Tariq Ramadan on a beaucoup parlé en début. Il disait qu'il ne fallait pas se focaliser sur cette offensive terrestre parce qu'en réalité, le plus gros de l'attaque et de l'offensive qui est menée sur Gaza, elle est menée maintenant par voie aérienne, par bombardement. Donc, finalement, est-ce que ça va rendre les choses plus graves, plus meurtrières et tout? C'est pas certain. Après, je pense, et il faut le dire, il y a eu des positions qui ont été prises de la part de l'Arabie Saoudite, de la part de la Turquie notamment, de la part de la Jordanie. Mais après, s'attendre à ce que militairement, il y ait des pays qui interviennent en tant que participants à cette guerre, en tant que belligérants, je n'y crois pas un quart de seconde. D'accord, parce que en fait, je pose cette question parce que récemment, j'ai cru comprendre que la Chine avait envoyé 6 navires au Moyen-Orient en réponse aux États-Unis qui en avaient envoyé aussi en Israël. Et du coup, on peut s'attendre aussi à ce que ça dégénère et que on puisse rentrer dans une guerre mondiale, hein. Alors, si je peux répondre par rapport à ça. Alors, effectivement, moi, je n'avais pas entendu qu'il y en avait 6. Je n'avais pas le nombre, en fait. Je savais qu'il y avait un mouvement du point de vue des Chinois, comme il y avait également, à partir de la Syrie, étonnamment d'ailleurs, des implications russes alors qu'ils sont sur le front ukrainien. Exact. Et puis qu'il il y avait aussi des annonces qui étaient liées au Hezbollah, qui sont liées à l'Iran et qui pourraient entrer en matière. Moi, je suis assez d'accord avec Faiza de ce point de vue-là. Je ne pense pas que quelque chose va se passer sur le plan militaire. Je ne pense même pas que ça va s'embraser davantage. Parce que si effectivement il y avait quelque chose qui était lié à une implication, elle aurait été sans doute, elle aurait déjà, avec ce qu'on voit, hein, avec ce qu'on voit sous ce qui est, je veux dire, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, qu'est-ce qui peut être plus révoltant que cela déjà? Donc, je ne suis pas sûr que le fait de l'entrée des chars puisse être plus révoltante encore, et je ne sais même pas quelle forme et quelle tournure cela prendrait. Donc, malheureusement, les soutiens par rapport aux Palestiniens sont limités. Maintenant, après, on peut avoir deux positions. On peut dire malheureusement, les soutiens sont limités. Heureusement, ça ne va pas s'embraser. Il reste quand même que s'il y avait eu un front uni de tous ces pays arabes par rapport à ce qu'on est en train de... Parce que, bon, encore une fois, on a la révolte à une séance du roi de Jordanie, on a des propos soi-disant émotionnellement sympathiques à l'endroit de la Palestine, on a d'un autre côté des propos de l'Arabie saoudite ou de Raza, mais vous voyez bien que ce sont tous des propos qui sont individuels, nationaux, séparés, émotionnels, solidaires, mais pas du tout politiques. C'est-à-dire qu'on n'a aucune conséquence politique là-dessus, même d'ailleurs jusqu'à la Turquie.
qui a aussi exprimé de façon forte une opposition à ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui se passe politiquement? Aujourd'hui, je ne vois pas qu'il y ait quelque chose qui serait de l'ordre de l'embrasement et qui pourrait venir à l'aide des Palestiniens. Après, vous savez ce que certains disent, hein, c'est-à-dire que Hamas aurait préparé les choses, attendrait les Israéliens à l'intérieur pour en découdre en gagnant la bataille du terrain. Ça, j'en sais rien. Moi, je n'ai aucune idée de si cela est possible, mais toujours est-il qu'il ne faut pas la souhaiter, cette bataille du terrain, mais il faut juste espérer, on pourrait espérer, on peut se mettre à rêver qu'un front politique se lève quand on voit un tel drame, mais malheureusement, mais vous vous rendez compte, je veux dire, quand vous voyez ce que vous voyez aujourd'hui et qu'il n'y a même pas de front politique qui se réveille du monde arabe, c'est à désespérer du monde arabe en fait et de ses dirigeants. C'est ça la réalité aujourd'hui. Du monde arabe et du monde majoritairement musulman, parce que les autres pays, c'est la même chose. En tout cas, merci beaucoup, Momo, de votre participation et à bientôt. Très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, bon courage à vous. Mais pour revenir rapidement sur ce qui vient d'être dit, au-delà d'une participation militaire des pays arabes, avant ça, ils ont d'autres leviers et on a vu ces leviers être utilisés notamment avec la Russie. Rappelez-vous, quand la guerre a été déclarée en février 2022 en Ukraine, toutes les semaines, on entendait l'Union européenne dire premier paquet de sanctions, deuxième paquet de sanctions, troisième paquet de sanctions, 15, je sais même pas, je crois qu'on en est au 14e ou au 15e maintenant. Avec des sanctions économiques, des restrictions qui ont été posées sur la Russie, les pays arabes ont aujourd'hui cette possibilité-là de sanctionner Israël et de lui, entre guillemets, couper les vivres sur un certain nombre de choses. Et pour l'instant, à part des déclarations, malheureusement, on n'a pas grand-chose. Voilà, ce sont des déclarations, effectivement. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Là, on a quelqu'un qui est avec nous, c'est Ilham. Oui, bonsoir professeur, bonsoir Faiza, bonsoir à l'ensemble des personnes présentes sur le live. Ma question, moi, concerne ce qui se passe actuellement à l'ONU. J'ai l'impression que pour la première fois, on voit quand même qu'il y a un soulèvement et des désaccords. Ça hérite évidemment ce qu'on appelle l'enfant gâté, Israël, dont elle a pris comme de ne pas respecter toutes les résolutions. Et là, actuellement, après le discours qui a été assez fort du président, là, apparemment, aujourd'hui, ils ont soumis les résultats aux représentants d'Israël qui les a déchirés en pleine séance et a quitté l'Assemblée. Donc pour moi, je trouve quand même que c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses et je voulais avoir votre avis sur... je pense qu'il y a un éveil de conscience, petit, mais en tout cas qui est là et qui émerge. Enfin, en tout cas, c'est ma propre analyse. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Vous voulez réagir, Faiza, d'abord? Moi, je pense que sur la position de l'ONU, l'ONU est dans son rôle quand il dénonce les exactions qui sont commises dans la bande de Gaza. Le discours d'Antonio Guterres a été fort, c'est vrai. Il a été très partagé, il a été applaudi. Il a été aussi, je dirais, un peu rassurant parce qu'on se dit qu'il y a enfin une organisation internationale qui prend voilà. Je pense que l'ONU était dans son rôle, c'est pas exceptionnel. Par contre, quel poids a la position de l'ONU sur les pays occidentaux? Pas grand-chose. Il ne faut pas attendre que ce discours se traduise en actes politiques, en sanctions politiques contre Israël. Un discours, ça reste des mots. Et malheureusement, des mots, ça ne fait pas grand-chose. Si aujourd'hui, le discours de l'ONU, il sert à coordonner finalement et à ce que les pays occidentaux, comme on l'a beaucoup évoqué pendant le début de ce live, fournissent une aide humanitaire, on ne peut pas, nous, en humains conscients, je pense, et c'est vraiment c'est ma position personnelle, se contenter d'un discours qu'on va applaudir, partager sur les réseaux sociaux et qui ne se traduira en rien sur le terrain. Il faut être plus exigeant que ça. Les discours, c'est bien, mais c'est pas assez.
Bah, bon, encore une fois, on est assez d'accord sur les conséquences politiques. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec vous deux, en fait. Je suis assez d'accord avec vous, Faiza, parce qu'effectivement, les Nations Unies, en fait, c'est l'espace de la concertation, de l'échange et des rééquilibrages, jamais véritablement des décisions politiques fortes. Et puis, le secrétaire général, Guterres, il n'est pas là pour ça. Mais en même temps, là où je crois que, et je ne crois pas que ce soit la première fois, mais cette fois-ci de façon très très exprimée, il est un peu la voix du Sud en fait. Il a traduit ce qui n'allait peut-être pas être une politique parce qu'il ne peut pas avec les Nations Unies en faire une politique, mais d'un point de vue personnel et d'un point de vue d'une perception politique de la question, il est un peu le regard du Sud parce qu'il dit c'est pas né dans un vide et qu'il y a toute une histoire par rapport à ça. Il est une des instances qui, quand même importante, qui dit mais ça n'a pas commencé le 7 octobre. Oui, ce qui s'est passé le 7 octobre est à condamner. Oui, ça a été un acte terroriste parce que ça a ciblé des enfants. Mais ça n'a pas commencé à ce moment-là et qu'il y a tout un contexte et il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors encore une fois, c'est vrai, Faiza a raison, ce sont des mots, c'est de la diplomatie, mais ça traduit quand même une perception, ça traduit quand même un sentiment international, ça traduit quand même la voix du Sud global et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes en Occident aujourd'hui qui ont le même sentiment. Donc quand on l'entend, ça traduit quand même un autre regard. Et ça, de ce point de vue, les dirigeants israéliens ne peuvent pas jeter ce par pertes et profits, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les relations publiques, la bataille médiatique. Donc, il faut le reconnaître et le prendre pour ce que c'est, sans, et là je suis d'accord encore, il lui donner trop d'importance, parce que politiquement, c'est tout à fait limité en termes de conséquences. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas d'où vous appeliez d'où, mais en tout cas, merci de votre participation. Jude, à l'inverse de Faiza, je suis à l'extrême sud, Perpignan. D'accord, ok. J'ai quitté Nice à cause de son maire. D'accord. Alors, Okay. j'encourage les prochains. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir. Donc, on peut encore en prendre une de questions. On prend une dernière question. Allez, il y a quelqu'un qui a écrit Salam alaikum, je voudrais intervenir, s'il vous plaît, le dernier commentaire. Alors, moi, je vois les personnes qui se présentent et j'appuie. Donc, on va voir si on a encore une question. On prend une dernière question, peut-être. Si ça marche. On attend, là, c'est en train de... Non, là, c'est des personnes qui demandent et puis au dernier moment, je pense qu'elles ont peur ou... Alors, attendez, on va voir s'il y a une dernière personne ici. Il y a des personnes qu'on ne peut pas ajouter. Alors, voilà, on va voir si cette dernière personne peut venir nous rejoindre. Voilà. Oui. Vous nous entendez? Oui, oui. Très bien. Vous appelez d'où? J'appelle d'Orléans en France. D'accord, très bien. On vous écoute. Je voulais savoir, vous poser une question que je trouve très intéressante au niveau de la communication. Parce que quand vous parlez de prisonniers israéliens que les Palestiniens ont chez eux, vous dites que ce sont des otages. Et quand on parle de prisonniers palestiniens qui sont en Israël, on dit des prisonniers. Donc, j'aimerais savoir pourquoi on fait une différence dans la mesure que le Premier ministre israélien a dit qu'ils sont en guerre. Et moi, je comprends que quand on est en guerre, les gens qui sont détenus sont des prisonniers politiques. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a une différence entre prisonniers et otages. Et cette différence ne marche qu'au côté des Palestiniens, mais ne marche pas aux côtés des Israéliens. Je sais que les Israéliens ont plusieurs prisonniers palestiniens. On n'a jamais
utiliser le vocabulaire de otage, mais on dit toujours des prisonniers. Donc, j'aimerais comprendre cette différence, parce qu'en ce moment, quand on écoute, surtout en France, à la télévision, on voit qu'il y a pas mal de mots de vocabulaire qui changent de sens et on a du mal à comprendre ce qui se passe en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on m'explique la différence entre otage et prisonnier pour avoir un éclaircissement sur ce plan. Et je vous remercie infiniment de votre compréhension croissante et j'aimerais bien, si c'est possible, d'avoir des explications, sans plus. Très bien. Vous voulez dire quelque chose, Faiza? Peut-être sur l'utilisation des mots dans la presse, parce que ça va plus être mon domaine, mais après, sur le reste, je pense qu'on va dire la même chose. Si on doit écrire un article en disant prisonnier ou otage, même si ça traduit un enfermement, une privation de liberté, le mot, il ne veut pas dire la même chose. On a effectivement en Israël des Palestiniens qui sont prisonniers en Israël. Mais la différence qu'il y a entre les Palestiniens qui sont en Israël et les Israéliens qui ont été pris le 7 octobre par le Hamas, c'est qu'en Israël, ils organisent des pseudo-procès pour dire que telle ou telle personne est soupçonnée de terrorisme ou est soupçonnée d'atteinte à la sûreté de l'État, ou en tout cas, ils se cachent derrière des accusations qui sont lourdes, avec des placements en garde à vue, des mesures conservatoires ou privatoires de liberté en attendant un procès, et qui font qu'ils peuvent utiliser cette qualification-là de prisonnier, de détenu. Sauf que là, ce qu'on voit à Gaza, et pourquoi nous, journalistes, on utilise le mot otage et pas le mot prisonnier, c'est que ce sont des gens qui, manifestement, n'avaient pas fait grand-chose et ont été pris comme ça, un petit peu au hasard, pour faire une pression sur Israël. On a vu les dames qui ont été libérées, on ne peut pas les qualifier de prisonnières, il n'y a pas eu de procès, elles n'ont pas été condamnées pour des faits, elles ont été privées de leur liberté, elles ont été prises, emmenées en Palestine. Puis ensuite libérées, et j'espère que ce sera peut-être le cas d'autres personnes comme ça. Mais cette notion de procès, même si on conteste la légitimité de ces procès, de ces accusations, on peut le faire sur un certain nombre de personnes qui ont été. Moi d'ailleurs, je pense que les accusations qui ont pesé tout à l'heure, Tariq Ramadan évoquait le cas de Salah Hamouri. Salah Hamouri a été prisonnier en Israël avec des procès expéditifs, des condamnations hyper lourdes. On peut parler de prisonniers. Mais dans notre conscience collective, on doit garder en mémoire le fait que ces accusations, elles sont fallacieuses, elles sont destinées uniquement à faire taire sa contestation et ses revendications en faveur de la Palestine, et que donc, dans notre esprit, on peut considérer qu'effectivement, la justice israélienne le prend en otage, mais il est prisonnier. Parce qu'il y a eu un procès, parce qu'il y a des condamnations, parce qu'il y a des actes administratifs qui permettent de le tenir prisonnier d'un point de vue des mots, hein, même si on sait qu'au final, c'est la même chose. Non, ce que je n'ai pas compris, c'est que le fait que quand l'armée israélienne entre dans les territoires occupés et qui arrête des Israéliens, on n'a jamais dit dans les médias que ce sont des otages. On dit toujours des prisonniers avant le jugement. Et j'arrive pas à comprendre cela parce que je ne sais pas si, parce que ça c'est un mot très important qu'on doit quand même faire attention quand on l'utilise, parce qu'on peut penser à autre chose. Quand ça arrête les Palestiniens, on n'a jamais dit à la télé que ce sont des otages sans procès. Et ce sont des gens souvent qui sont expulsés de leur maison et qui sont attaqués et qui voient leur maison être détruite. Et on n'a jamais dit que ces arrestations sont des otages pris par Tzal et qui les amènent les juger plus tard. Et maintenant, on a vu par réciprocité, que je dirais sans peur, que la résistance Hamas a fait la même chose. Il est allé arrêter. Excusez-nous, c'est quel prénom? Quel est votre prénom? Moi, je m'appelle Fahar. Fahar. Écoutez, pour vous dire la vérité,
la façon dont vous avez exposé le problème, moi, elle m'a beaucoup interpellé parce que je n'y avais jamais pensé de cette façon-là avant que vous le disiez là maintenant. Parce qu'effectivement, j'avais utilisé et j'utilisais le mot parce que, effectivement, immédiatement dans la représentation du réel, ils prennent des gens qui sont effectivement exactement ce qu'a dit, je veux dire, factuellement et normativement, ce qu'a dit Faiza est tout à fait juste du point de vue du droit. Ils prennent des gens qui sont des civils et autres et on les prend en otage et puis un État prend des gens qu'il met en prison. Mais en fait, ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, en fait, dans l'équation générale de la guerre et de l'occupation, ce qu'ils font en étant une force d'occupation, en prenant des gens quand ils vont vers leur demeure, quand ils détruisent leur maison, quand ils arrêtent ceux qui leur résistent, au nom d'un droit qui serait le droit de l'État et dont on dit on les met en prison et on les emprisonne, on peut effectivement dire mais en fait c'est exactement le même processus que ce que vous appelez une prise d'otage par ailleurs, c'est-à-dire vous les mettez en prison et vous les emprisonnez. Or, quand vous avez une force de résistance qui résiste à une occupation qu'elle considère comme illégale, qu'elle considère comme injuste, discriminatoire et du type de l'apartheid, quand on prend des gens de ceux qui sont occupés, ce seraient des prisonniers puisqu'on est en situation de guerre. Si effectivement ce qu'ils disent est vrai en termes de droit, à savoir que c'est Israël contre Hamas, après on va dire Hamas est un groupe terroriste, mais si c'est l'État ou l'autorité de Gaza qui fait exactement ce que fait l'autorité israélienne avec ses opposants, ce sont des prisonniers dans les deux cas. Et c'est vrai que la terminologie employée sous-entend que prend en otage le groupe terroriste et fait prisonnier l'État de droit et que ceci change complètement les perspectives dans le rapport d'une analyse équilibrée. J'y avais pas pensé, je vais m'en souvenir pour l'utilisation du vocabulaire parce que je pense que vous avez raison, il faut faire attention à ne pas trop vite accepter cette terminologie qui sous-tend le fait que on sous-entend que l'autorité palestinienne est forcément illégale, est forcément liée à des groupements terroristes qui ne mettent pas en prison, qui n'emprisonnent pas, mais qui prennent en otage, comme le font n'importe quel commando qui prendrait en otage des gens dans un avion, par exemple. Et on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Je vous remercie infiniment de votre compréhension croissante et j'espère que je vais c'est vous grâce à vous, écouter. on apprend, on croit en connaissance en vous écoutant aussi. Ah non, moi j'essayais de comprendre certaines choses. C'est important. Parce qu'il y a La pas mal terminologie est essentielle. Parce que la communication est beaucoup plus importante. Beaucoup de gens, quand ils vont écouter que une force de résistance, parce que ce que le Hamas fait, normalement, pour tout Français qui sont fidèles d'être Français ou qui sont fiers d'être Français, aurait fait la même chose pour se défendre la France contre une force d'occupation qui rentre en France. Et moi, je serais le premier à faire exactement comme le Hamas si jamais la France est envahie par une force d'occupation. Même si je n'ai pas eu... Mais vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les résistants pouvaient faire prisonniers des gens des forces d'occupation. Ils disaient qu'ils étaient prisonniers, ils ne disaient pas qu'ils les avaient en otage. Donc là, de ce point de vue-là, c'est une vraie force politique. Si on considère que c'est une force politique de résistance, elle fait des prisonniers, elle ne prend pas en otage. Là-dessus, vous avez parfaitement raison. Tout à fait. C'est lui qui dirait le contraire. Ce vocabulaire, il est très, très important. Moi, je pense que c'est lui qui est en France qui dirait le contraire. Je dirais que c'est quelqu'un qui serait prêt à être traître une fois que la France sera envahie par une force extérieure. Mais oui, quelqu'un qui va reconnaître la résistance la résistance de Hamas, c'est quelqu'un qui serait beaucoup plus fidèle à la France de défendre la France. C'est tout ce que je peux comprendre. Oui, celui qui dit le contraire, c'est un traître. Vous savez, les comparaisons historiques, elles ont des limites par rapport à ça. Il n'y en a pas beaucoup qui vont vous suivre entre la Deuxième Guerre mondiale et la résistance et tout ceci. Même si
même si vous avez raison, ce sont des parallèles qu'on doit faire et on doit se souvenir de ce que furent les mouvements de résistance qu'à un moment donné, on a connus en Occident et qui sont devenus des années plus tard la fierté du pays qui a résisté à la présence nazie et à l'occupation. Donc ça, vous avez parfaitement raison. Mais on va s'arrêter là parce que je peux pas poser une dernière question, s'il vous plaît? Croyez-vous qu'il y aurait une possibilité que juifs, musulmans et chrétiens peuvent vivre ensemble dans la paix, dans la solidarité, la fraternité dans cette terre ou pas? Écoutez, nous en tout cas, ce qu'on doit dire du point de vue, et ça sera une belle note pour qu'on termine notre entretien, peut-être Faiza finira ensuite et conclura, mais votre dernière question, elle est une belle note parce que dans notre compréhension des choses, dans notre éthique de vie, quand on est un être humain qui considère que notre humanité fait que nous sommes des frères et des sœurs en humanité, que nos religions sont certes diverses, mais qu'elles doivent être dans l'entreconnaissance et dans la connaissance, qu'il n'est absolument pas question de vouloir faire disparaître ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les hindous, ni les bouddhistes, que l'idée du projet de notre humanité, c'est l'unité des humains dans la diversité de leur appartenance religieuse et culturelle. Ça doit être le projet et c'est ce pourquoi on doit se battre. C'est pour ça que la position de principe, elle doit être qu'à Jérusalem, chaque religion, et les juifs, et les chrétiens, et les musulmans doivent avoir un libre accès au lieu saint et qu'ils doivent vivre en coexistence et en bonne intelligence et dans une coexistence non pas passive et pacifique, mais positive et interactive et interdépendante. C'est ça le projet, c'est ça qu'on doit vouloir. Mais pour qu'on arrive à ceci, il faut qu'on soit d'accord sur une chose, les vies humaines se valent toutes. Que la vie d'un chrétien ou d'un juif ou d'un musulman, elle est égale. Que la vie d'un noir ou d'un blanc, les vies d'un noir ou d'un blanc sont égales. Que la vie de n'importe quel être vivant sur la terre vaut la vie de n'importe quel être. Qu'on ne peut pas accepter la déshumanisation d'une population, quelle qu'elle soit. Que personne n'a le privilège. Qu'il n'y a pas de peuple élu par le sang, qu'il n'y a que des peuples élus par le service, c'est-à-dire par le bien qu'ils font à l'humanité, non pas par la façon dont ils se servent. Ça, c'est ce que nous devons défendre et c'est ce pourquoi nous devons nous battre. Et c'est avec ceci, avec ces exigences-là, que nous arrivons et que nous pouvons arriver à ce que juifs, chrétiens et musulmans vivent en bonne intelligence. Et c'est ce pourquoi nous devons nous battre. Et sans sélection, et sans fausse acceptation du comportement des nôtres, sans être la critique des autres, eh bien, il faut que nous soyons autocritiques quant à nos défaillances et relever ce qui se fait de bien, parce qu'il y a des voix chrétiennes aujourd'hui qui appellent à cette coexistence. Il y a même des voix juives qui sont extrêmement fortes aujourd'hui pour la paix, pour la reconnaissance de la dignité des Palestiniens. Et ce sont eux la dignité de la tradition juive. Avec eux, on peut. Avec ceux qui sont autocritiques dans leur tradition et ouverts à la tradition des autres. Ça, c'est possible et c'est ce que nous voulons. Ça doit être notre appel, ça doit être notre espérance, ça doit être notre engagement contre tous les faiseurs de guerre, contre tous les arrogants, contre tous les colonisateurs, contre tous les porteurs de visions d'apartheid et de discrimination. Ça, il faut que nous le refusions. C'est ça le projet, mais ça veut dire qu'il ne faut pas rester entre nous à espérer vivre avec les autres, il faut trouver chez les autres ceux qui peuvent vivre avec nous. Voilà, et ça, c'est un principe de justice, un principe d'engagement. Mais je laisse Faiza peut-être conclure notre entretien et notre entretien mensuel. J'ai rien de plus à ajouter sur la conclusion de l'entretien. Je pense que vous avez largement tout dit et bien dit. On se donne encore rendez-vous le mois prochain, le dernier jeudi du mois. Alors, on verra l'actualité aussi parce que peut-être qu'on aura encore ce sujet-là abordé peut-être d'une autre manière. Si l'offensive est encore en cours, j'espère que non, mais il faut l'envisager aussi.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Tariq Ramadan, d'avoir répondu à Merci nouveau à à mes vous. questions encore. Et je vous dis au mois prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, bientôt. Bonne soirée et à Bonne bientôt. soirée. Merci Salam beaucoup. alaikum. Wa alaykum Salam. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum Balik assalam. quand, Inch'Allah. Voilà, il faut que je finisse ici.